Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Instinctivement, quand on veut faire de la pub en B2B, on se tourne naturellement vers LinkedIn ou vers Google Ads. Et j'ai discuté avec pas mal de CMO qui avaient du mal à avoir des résultats sur Meta. Pourtant, quand on trouve la bonne formule, ça peut être aussi un super levier. Et pour voir un petit peu justement comment aborder cette régie pub, je suis aujourd'hui avec Hugo Borenstein, qui est cofondateur d'Omi et qui va nous partager un petit peu son expérience sur le sujet. Bonjour Hugo. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast en cette fin d'année, enfin au moment où on enregistre en tout cas, qui est chargé pour tout le monde, mais du coup c'est cool de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi. Bah ouais, merci pour ton invitation. Ravi. Est-ce que tu peux peut-être déjà en introduction peut-être te présenter en quelques mots et puis aussi ce que vous faites chez Omi pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Avec plaisir. Donc moi, je suis Hugo, je suis le cofondateur et le CEO de Domi. On est une solution de 3D qui permet aux marques d'automatiser toute une partie de leur production de contenu. En fait, on a une techno de 3D réaliste, ça veut dire qu'on permet de générer des photos de leurs produits ou des vidéos de leurs produits hyper simplement, sans compétences techniques. Ça permet de gagner beaucoup de budget sur ta production de contenu, beaucoup de temps sur tes lancements, sur tes mises en ligne. Et c'est une boîte que j'ai cofondée avec mon frère Paul. On a 3 ans et demi, on est une cinquantaine. Voilà, et effectivement, on va parler de Meta parce que chez nous, ça a vraiment été le premier canal d'acquisition pendant ces 3 premières années. Ok, très cool. Bah justement, j'allais dire, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt de Meta dans la stratégie marketing? Comment est-ce que vous l'avez intégré et pourquoi? Alors juste pour revenir aussi sur ce que j'ai fait avant, parce que Ouais, du coup, j'ai été chez Meta pendant ouais, effectivement. j'ai été parmi les premiers employés en France et puis en Europe, et je me suis occupé d'ouvrir les marchés européens avec un VP de Meta. Donc, je me suis occupé du business et des partenariats pendant ces 6 années pour la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et Israël. D'ailleurs, là que j'ai repéré le besoin en contenu qu'ont les marques et d'où part toute la thèse d'Omi. Donc, c'est un sujet que je connais bien. C'est aussi pour ça qu'on a pu y aller aussi vite sur la partie méta. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, tu as beaucoup de construction mentale généralement dans l'acquisition B2B sur la pertinence de méta. Parce qu'en fait, c'est un réseau Ouais. historique qui fonctionne hyper bien pour le B2C, qui a été vraiment porté même en termes de produits, tu vois, sur les solutions qu'ils te proposent publicitaires, par cette verticale-là, donc les marques de beauté, les marques de cosmétiques, les marques de mode, etc. Et donc, tu te dis que ça marche pas forcément pour le B2B. Nous, on s'est lancé tout de suite dessus avec des tout petits budgets. Donc ça, on peut aussi en parler. Ouais. Mais en fait, les acheteurs B2B, les acheteurs des solutions B2B, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont Meta, ils ont Facebook, ils ont Instagram. Alors c'est sûr qu'ils font pas d'achat impulsif comme quand tu vas t'acheter une crème ou quand tu vas t'acheter un sac à main quand t'es une marque, mais ils utilisent cette plateforme-là toute la journée. Donc la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cette cible, elle est sur Meta et sur Facebook et elle y passe beaucoup de temps. Ouais. Faut aussi garder en tête que Facebook avec LinkedIn, mais Facebook, c'est quand même là où tu as la tranche d'âge de décisionnaire la plus importante. Donc si ton logiciel il s'adresse à des gens qui ont plus de 30 ans, qui sont plutôt un profil CSP+, donc avec un fort pouvoir d'achat, avec des postes de direction importants. En fait, ils sont encore massivement sur Facebook et Insta, et tu les trouveras pas ailleurs. Donc, tu les toucheras beaucoup moins puissamment sur YouTube. Ils seront pas sur Snap, ils seront pas sur TikTok. Donc, ça reste avec Google, avec le SIA, le premier
la première plateforme sur laquelle il passe du temps. Donc je pense que le premier truc qu'il faut se dire, c'est il faut pas avoir de construction mentale là-dessus. En fait, Mhm. comme n'importe quel consommateur, ta cible, quand tu es un acheteur, un logiciel B2B, évidemment, elle passe du temps sur Facebook et sur Insta. Donc, c'est juste à toi de faire le boulot pour aller la trouver, quoi. Ouais, mais c'est vrai, c'est vachement important ce que tu dis, c'est qu'au final, on a des limites, des pensées limitantes un petit peu ou des croyances parfois, et en marketing, au final, je veux dire, c'est un peu souvent le piège, même si bon bah, des fois il y a des choses enfin, qui se vérifient, tu vois, tu le dis par exemple sur Facebook, on sait qu'il y a des tendances, qu'aujourd'hui enfin, c'est plutôt au-dessus de 30 ans, voire même au-dessus de 40 qu'on va trouver le plus gros, le plus gros potentiel autour de Facebook. Mais bon, du coup en B2B, souvent c'est les acheteurs, donc c'est clair que c'est super pertinent. Mais en tout cas, ça vaut le coup de tester quoi qu'il arrive, parce que tu le dis effectivement on a beau être en B2B et cibler des professionnels, bah en fait, on est aussi tous des particuliers quand on sort du travail et on utilise ces plateformes, donc il y a moyen de les cibler, quoi. Exactement, tu fais des stories Insta comme n'importe qui, comme un consommateur qui est pas forcément un acheteur de solutions côté B2B. Et puis l'autre truc, c'est que ça dépend de la nature de ta solution. En B2B, tu as beaucoup d'innovation. Nous, par exemple, on a une solution hyper innovante. Donc, avant nous, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'alternative. Mm. On fait à nouveau un logiciel de 3D qui permet de remplacer une partie de tes shoots photos classiques. Bon, c'est pas un truc sur lequel tu as beaucoup d'intentionnel. Donc, t'as pas Ouais. énormément de gens qui cherchent de façon proactive ce genre de solution-là. Ça veut dire que, par exemple, pour les toucher sur Google en SIA, c'est plus compliqué parce que tu as beaucoup moins d'intent, tu as beaucoup moins de mots-clés sur lesquels te positionner. Donc, le search, il n'est pas toujours pertinent pour le B2B quand tu as un concept ou quand tu as quelque chose de très innovant. C'est là où le Discover, donc tout ce qui est Facebook, ce qui est Meta, même ce qui est YouTube, Mm. va être hyper pertinent parce que je vais te pousser en te ciblant sur tes critères de qualité, de seniorité, de vertical. Enfin bon, après, ça, c'est à chaque solution d'avoir son ciblage. On va reparler un peu du ciblage, mais je peux venir te pousser une solution dont tu ne savais pas forcément que tu avais besoin. Et c'est là où la mécanique méta, une fois que tu l'as craquée, elle est super puissante. Vraiment très puissante, parce que une fois que tu arrives à expliquer simplement ton concept, ton positionnement, bah, il s'agit juste de trouver la bonne cible. Et aujourd'hui, l'Ads Manager de Meta, il fait tout le boulot pour toi. Tu as quasiment plus. Mm. Tu mets un peu de data au début et puis après, il travaille à ta place. Donc c'est aussi ça qu'il faut que, je pense, ton audience sur la partie B2B est en tête et qui est hyper intéressante, c'est que quand ta solution est très innovante, t'as pas forcément d'intentionnel, t'as pas forcément d'opportunité sur le search, tu dois faire de la discovery, du discover. Et t'as pas plus puissant que Meta, t'as pas plus puissant qu'Instagram pour ça. Ok, ouais, c'est vrai que c'est très cool, tu vois, ce que tu dis, effectivement. On le disait en préparant, enfin, tu me le disais en préparant, mais vous avez quasiment 80% de votre acquisition qui arrive, qui est portée par Facebook et Insta. Ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis par rapport à ça, c'est qu'en fait, vu que vous êtes sur un marché qui est nouveau, qui est pas un marché de renouvellement ou un truc comme ça, il y a assez peu de requêtes intentionnistes. Donc, effectivement, Google, que ce soit du coup peut-être en SEO ou en SIA, tu vas avoir du mal à aller chercher de l'intention d'achat. Et donc, en fait, tu es obligé de te mettre dans une situation où tu vas éduquer un petit peu le marché, ou en tout cas faire comme tu l'as dit, du discover, la découvrabilité, et donc d'aller chercher d'autres formats. C'est comme ça que vous avez intégré Facebook et Instagram, un petit peu du coup dans cet aspect, j'allais dire. Enfin, je suis intéressant de voir de comment tu l'approches, parce que du coup, comment est-ce que tu fais? Tu mêles éducation un petit peu au final, prise de conscience, et aussi est-ce que vous l'utilisez en mode beau fou capturer la demande, on va dire. Comment est-ce que vous abordez du coup ça? Alors ouais, nous, pour que tu aies bien en tête, sur les 3 premières années, notre mix média, c'était 100% méta. Ok. Donc, il n'y avait pas de SIA, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'organique, pas de SEO, etc. C'est vraiment que de l'acquisition payante, avec des budgets qui ont progressivement monté, mais qui étaient au début pas des budgets déconnants que n'importe quelle solution B2B peut allouer Mhm. dans sa stratégie de contenu. À partir de 1000 euros par mois, 1500 euros par mois, tu peux commencer à faire vraiment des choses. Ok. D'ailleurs, il y a beaucoup de croyances là-dessus. On te dit souvent que ça coûte très cher, méta, donc il faut mettre des gros volumes pour trouver ta performance, etc. Là, on vient de faire un énorme move, c'est-à-dire qu'on a coupé par deux nos volumes de campagne en décembre, juste pour te donner une idée. Évidemment, ils sont beaucoup plus hauts. Et en fait, on fait la même performance. Donc, D'accord. tu vois, t'as pas besoin forcément du volume. Alors, la question que tu poses pour moi, c'est la question du message. Le plus important, c'est pas les tuyaux, c'est pas est-ce que tu vas sur Meta, est-ce que tu vas sur Google ou est-ce que tu vas ailleurs. C'est vraiment le message que tu veux faire passer. Le premier principe, c'est un peu une tarte à la crème, mais à chaque fois que je prends la parole, je le dis, c'est que ton message, tu dois le tester en permanence au début. Donc, au début, il faut que tu lances des lignes hyper larges, il faut que tu testes vraiment plein d'angles différents, dans le ton, dans le fond, dans l'agressivité que tu peux avoir parfois. Donc, par exemple, on a été très pushy, très agressif sur la comparaison avec un shoot photo classique de photographe, tu vois, pour vraiment se Mhm. démarquer. Vraiment, il faut pas avoir peur de ça. Il faut tester, surtout au début. Et tu dois tester en vrai. C'est quasiment toutes les semaines que tu dois renouveler tes messages au début. Il faut vraiment garder un rythme hyper soutenu.
Et après, il faut continuer de tester. Parce que souvent, tu as un problème, c'est qu'un truc qui a fonctionné, je dis n'importe quoi, mais qui a fonctionné pourtant en 2021, tu dis, OK, c'est génial, j'ai la bonne équation, je veux plus y toucher parce que ce message-là, cette copie-là fonctionne, donc j'y touche plus. En fait, attention, nous, on a fait cette erreur, ça peut très vite être dépassé, tu peux très vite perdre toute ta performance sur un message qui devient daté par Mm. rapport à comment ton produit a évolué, comment ton marché a évolué. Un exemple chez nous, c'est l'arrivée de l'IA générative. Nous, on utilise des technos d'IA générative depuis le début, Ouais. tout et en IA générative 3D, c'est un peu particulier, mais c'est des technos génératives. En fait, à partir du moment où c'est devenu grand public, tous nos messages qui étaient sur l'éducation, c'était ta question, la pédagogie, expliquer comment ça marche, montrer le backstage, etc., ils ont arrêté de performer. Parce que Ouais. tout le monde a capté que tu avais des solutions d'IA générative qui te permettaient de créer du contenu hyper quali. Donc, il faut rester très, très tactique sur la façon dont tu testes tes messages. Il faut le faire intensivement, très intensivement au début. Fond et forme, hein, on va aussi parler un peu de la forme, je pense. Mm. Et après, il faut continuer dans la durée à le faire. Il ne faut pas se dire que parce que tu as fait un banger en 2021 qui va fonctionner en 2024, en 2023, en 2025, etc. Donc, tu dois rester vraiment flexible sur tes appuis et changer hyper vite et repartir dans cette mécanique de testing de ton message. Et sur ces réseaux-là, le message, il est intrinsèquement lié à la forme. Sur le SIS, c'est du message texte, donc c'est un gros travail de copywriting sur ta landing page, sur tes annonces, etc. Sur Meta, c'est des formats très visuels. Alors, c'est Mm. aussi pour ça que pour nous, ça a très bien fonctionné. On est une app visuelle, on fait des photos et des vidéos, donc c'est facile d'expliquer le Il y a des contenu, choses, ouais. de le montrer. Évidemment, on avait un avantage sur cette partie-là. Mais le message, le fond vient forcément avec la forme sur Meta. Tu communiques en photo, tu communiques en vidéo. Les gens s'envoient des stories, se font des appels vidéo, se mettent des filtres, etc. Donc, Mm. tu dois adopter le ton de la plateforme sur laquelle tu communiques. Donc, tu ne dois pas arriver avec des pavés de texte, dans des motions surchargées, etc., dans un univers méta. Et puis, peut-être, là-dessus, je peux te donner quelques conseils hyper concrets sur les secrets pour craquer la forme sur Meta. Un, Ouais. il faut partir du principe que tout le monde s'en fout. Donc ça, c'est hyper important. Toi, tes auditeurs, quand on est sur Meta, sur Insta, on passe notre journée à scroller. Quand tu vois une ad, on est tous devenus des experts pour passer au contenu suivant, éviter l'ad, pas l'ouvrir, kill la session, etc. Donc la bataille pour l'attention, elle est féroce. Tu es en compétition avec le contenu organique des cercles proches des gens auprès de qui tu communiques. Donc, si moi, je suis un B2B, un annonceur B2B et que je fais de la pub sur Meta et que je communique dans ton fil, bah, je vais être en concurrence avec la photo qu'a posté ton meilleur pote, ton cousin, le repas de Noël de famille, etc. Donc, tu as d'autres choses qui t'intéressent plus que mon contenu à moi. Mm. Ça veut dire que tu dois être super rapide. Super, super rapide. Visuellement, tu dois être très efficace. Nous, ce que je disais à l'époque quand j'étais chez Facebook, mais en fait, ma conviction, c'est que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit, c'était que tu avais 3 secondes pour passer ton message dans une vidéo, par exemple. Mm. La réalité, c'est que tu as 1 seconde. Tu as une image. C'est la première image. Si tu ne passes pas ton message, si tu n'arrives pas à capter l'attention dans la première image, personne n'ira à la deuxième seconde, personne n'ira à la troisième seconde, et puis après, il n'y a plus personne qui regarde. Donc, tu as un claquement de doigts pour capter l'attention. Donc sur la forme, mon premier conseil, c'est d'investir à fond sur les hooks. C'est Ok. vraiment d'investir à fond sur les premières images, comment tu attires l'attention. Si tu regardes les reels, il y a une tendance en ce moment que vous pouvez trouver n'importe où quand vous regardez des reels organiques, hein, pas Mm. publicitaires. Nous, on s'inspire beaucoup de ce qui marche en organique pour décliner dans nos formats pubs. En fait, tu verras qu'aujourd'hui, tu as des images un peu choquantes, un peu interloquantes, genre, tu as un ouvrier qui est en train de refaire un plafond et le plafond s'effondre. Ça, c'est la première image. Et après, le contenu qui défile n'a rien à voir. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être des beaux paysages qui défilent, ça peut être des mannequins, ça peut être absolument ce que tu veux. Mais ça, c'est le hook poussé à l'extrême. C'est-à-dire, je te fais un truc qui t'interloque, tu te dis, putain, le plafond lui est tombé dessus, il a dû se faire très mal. Et après, boum, je suis parti dans l'histoire. Je vous dis pas de faire ça, évidemment, mais c'est pour forcer le trait. Il faut Ouais. que le premier hook, la première seconde, vous mettiez le paquet dessus. La suite, les taux de complétion s'effondrent, les gens ne regardent pas les ads, ils s'en fichent. Donc c'est 1, 2, max 3 secondes pour passer son message. Premier conseil. Deuxième conseil, s'il y en a 2 à donner, après avoir vraiment travaillé son intro, c'est d'adopter le ton du consommateur que tu vises. Ton acheteur B2B, il poste des photos de ses chats sur Insta comme tout le monde, il poste des photos de ses vacances, il poste des photos de son repas de Noël. C'est quelqu'un de normal, comme tout le monde. C'est un être humain ou une être humain. Ce qui est important, c'est d'adopter le même ton que lui a dans ses communications. Pourquoi? Si tu arrives avec un contenu hyper léché, hyper travaillé, mais genre tu as fait une super belle campagne motion dont tu es super fier pour un événement B2B et tu veux la mettre sur Meta.
en fait, tu as un ton tellement décalé par rapport à ce que lui regarde toute la journée, qui sont des photos très UGC, très incarnées, très la vraie vie, Ouais, que par défaut, t'es éliminé. Par défaut, t'es éliminé. Nous, tous les formats les plus léchés, on a des magnifiques motion dont on sert sur les salons, des magnifiques vidéos, des testimoniaux clients hyper travaillés, hyper post-produits, etc. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne le plus, c'est quand j'ai quelqu'un de mon équipe qui prend un iPhone et qui filme l'app sur son ordinateur en action. Et c'est pas beau, pas quali, c'est du contenu snack plus, mais ça fait des perfs délirantes. Hein. Et quand je te dis c'est délirant, c'est naturel, pas quoi. 10 fois plus. Exactement, c'est organique. Donc, un, travailler les intros, et deux, garder un ton naturel, authentique, très UGC, c'est ça qui fonctionne le plus. Et ça se vérifie depuis, moi, donc depuis 10 ans maintenant, depuis que j'ai commencé chez Facebook, c'est une règle qui n'a pas bougé. Tu as deux contenus qui marchent, les contenus très humains, très incarnés, un peu crades, ou les choses vraiment magnifiques, très belles, par exemple, une belle photo 3D. Tout le monde ne peut pas faire une belle photo 3D, tout le monde n'a pas un logiciel qui permet de faire de la 3D. Investissez à fond sur ces petits contenus qui coûtent littéralement rien du tout. Hein. C'est 2 minutes à recorder avec ton iPhone. C'est clair. Mais tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'au final, c'est un petit peu des pièges. Et puis au final, on l'observe aussi un peu sur LinkedIn peut-être, mais c'est une pub, ça se voit en fait. Quand c'est un contenu B2B, brandé, entreprise et tout, un peu banal. Alors à moins d'être, comme tu le dis, d'investir sur une créa qui est vraiment top quali, et dans ce cas-là, tu vas sortir par le haut, on va dire, du lot. Mais sinon, en fait, on a tellement l'habitude qu'on les regarde plus, quoi. Ok, c'est une pub, tu vois. Et j'en ai vu, et j'en avais regardé une pub que j'avais regardée jusqu'au bout, en fait. C'était un mec qui se filmait dans la rue, tu vois, il avait son kit main libre avec les écouteurs et il se filmait avec son téléphone en train de parler, quoi. Et au final, bah, tu restes parce que ça passe comme un contenu naturel que tu vas regarder dans ton fil, quoi. Le face cam, c'est un super exemple. Donc, parler à sa caméra, c'est hyper incarné, t'engages, tu me regardes droit dans les yeux à travers l'écran, tu réduis la distance qui est entre nous, qui est instaurée par l'écran. J'ai l'impression que tu me parles. Et donc, oui, par défaut, je vais t'accorder plus de temps. C'est juste humain, en fait. C'est juste quelqu'un qui parle, qui te présente sa solution. Bah, c'est plus efficace, quoi. En revanche, quand même, une petite limite, surtout si, pour ceux qui sont au début de leur histoire sur l'acquisition, notamment sur Meta, ce qui vient avec ce que j'ai au début sur la nature des formats, le fait que c'est de la photo, que c'est de la vidéo, en fait, tu vas quand même te dire au début, tu vas dire, ah ouais, mais ça va me demander un peu d'investissement, ne serait-ce qu'en temps pour faire les bons concepts, me filmer, avoir le bon script, etc. Un bon truc pour lutter contre ça, c'est recycler tout ce que vous avez déjà Mm. en asset. Tu vois, là, on fait un podcast. Bah, la piste audio, si tu m'autorises, je peux peut-être l'utiliser derrière pour une campagne. Je suis dans un salon, je me suis filmé pour faire un post sur LinkedIn avec un client que j'ai croisé, qui était content. Bah, ça fait déjà un asset vidéo. J'avais une infographie plutôt sympa, efficace avec un gros chiffre. Bah, je peux la passer dans un lead gen sur Meta ou même une petite image statique. Recycler vraiment tout ce que vous avez. Euh, et bon, ça c'est vraiment parce que c'est toi, Axel, que je te donne un petit tips. Là, il y a un format qui cartonne que personne ne fait, donc je le donne en avant-première. Tu vas dans tes notes Apple sur ton iPhone, t'écris en bullet point, t'écris une phrase qui explique ta solution, et t'écris en bullet point les avantages. Donc un chiffre hyper fort, un testimonial au client, enfin vraiment des choses très simples mais très saillantes, très efficaces. Tu fais un screenshot de ta Mhm. note, tu la diffuses en ads. Tu vas être très surpris des résultats. Très, très, très surpris des résultats. Et alors ça, je peux te dire, niveau investissement temps, c'est 45 secondes. Ouais. Et niveau ROI, c'est maximal, maximal. Ça peut sembler tout con, mais tu fais la liste sur ta note. Tu l'écris vraiment. T'écris pas un roman. Hein, faut les grands faits, les grandes punchlines et les grands chiffres. Et tu diffuses. Nous, c'est un format qu'on teste là, qu'on avait spoté aux États-Unis sur certaines apps depuis même pas 2 semaines et qui est en train de prendre la pole position dans le mix média. Donc Ok. voilà, c'est le petit tips où vraiment là, tu n'as besoin d'aucune ressource, tu peux le faire tout seul, tu fais ton screenshot et tu diffuses et tu seras assez surpris à mon avis, si tu as bien écrit ta note, des résultats. Très cool. Du coup, alors si je reprends et que j'essaie de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit depuis le début, donc, tous les acheteurs B2B sont aussi sur Meta et sur Insta, donc il faut pas hésiter à tester. Tu dis bien travailler ces messages. Si je dois reconstruire une campagne, on va dire que je dois aller, tu vois, le pas à pas, quoi. C'est que du coup, je mets en place plusieurs messages, j'essaie d'identifier un petit peu les différents angles sur lesquels je peux passer ma proposition de valeur auprès de ma cible. Je mixe des créas en réutilisant
des trucs naturels, organiques, on va dire, que j'ai fait, ou alors que j'ai déjà sous la main parce que c'est du contenu que j'ai diffusé à droite à gauche et que j'ai déjà créé. Et donc au début, même avec un petit budget, j'essaie d'avoir le plus de combinaisons possible de ces messages en axant beaucoup le hook et au final les premières secondes pour capter, pour que le message y passe facilement et donc plutôt jouer le visuel que le textuel sur Meta. Et au bout de quoi, c'est quoi le temps au bout duquel il faut regarder la perf pour se dire celle-là je la kill, celle-là je la garde, tu vois, Alors c'est exactement ça, hein. Le flow, c'est parfaitement résumé et tu gardes en principe que tu dois tester ça tout le temps. Donc voilà, ouais, tu ne considères pas que tu as fait le boulot une fois que tu as testé 10 combinaisons et puis que c'est bon, tu peux partir sur une autre tâche. Non, non, ça c'est un vrai boulot de maintenance, de réflexion, etc. Alors, ça dépend. Si tu es au tout début, il faut que tu laisses un peu de temps à ton compte pour que l'algorithme sache comment travailler sur tes audiences, comment travailler tes créas, etc. Donc, tu vas pas avoir des résultats instantanés. Moi, je te recommande de te donner 4-6 semaines d'observation pour savoir comment ça se comporte. Si tu as ok, zéro performance à cette date-là, bah, c'est soit que tu as un gros problème de message, soit que tu as un gros problème de ciblage. C'est l'un ou l'autre, quoi. Une fois que c'est live, donc, tu as commencé à avoir de la perf, tu as généré tes premiers leads, tu as réussi à bien trouver la qualité, tu as réussi voilà, à faire vraiment une première version. Elle n'a pas besoin d'être stellaire, hein, juste quelque chose hmm, qui marche et qui te sert des leads dont tu es satisfait. Là, tu repars sur des cycles beaucoup plus courts. Donc, sur les créas, par exemple, tu pars sur 2 semaines. Tester une nouvelle ok, créa, c'est 2 semaines. Si dans le mix sur Meta, tu vois qu'elle prend pas, tu laisses l'algorithme optimiser, puis après, tu la sors du mix pour faire rentrer un autre candidat créa que tu vas tester. Donc, un mois et demi au début pour paramétrer, attendre de voir comment ça se comporte. Et puis après, toutes les 2 semaines, tu peux être sur des cycles assez courts. Nous, on est encore plus court que ça parce qu'en fait, on a une grosse dimension saisonnalité dans le contenu lui-même, le contenu 3D qu'on propose. Les marques, elles font pas le même contenu en 3D pour Noël que pour la Saint-Valentin, que pour le Black Friday, par exemple. ouais, Mais déjà, 2 semaines, c'est très bien. Et attention à pas tout casser. C'est pas 2 semaines, je remets tout d'équerre. C'est 2 semaines, j'enlève ceux qui sont les moins performants dans mes messages et dans mes créas et je pousse de nouveaux candidats. Vraiment, mon message central, c'est qu'il faut que ton audience comprenne que c'est la créa qui fait le média. ok, C'est important. C'est terminé l'époque où c'était le média et tu pouvais avoir une créa un peu générique, un peu globale qui fonctionnait. Ça c'est terminé. Aujourd'hui, l'Ads Manager sur la partie média, c'est Facebook qui fait tout pour toi. Tu n'as quasiment plus de contrôle sur ce qui se passe. Il apprend tout seul, il recible tout seul, il affine tout seul. Si tu peux lui donner de la bonne data, si tu as un bon CRM, évidemment, il part sur une meilleure data, il va plus vite que toi, plus vite que en partant de zéro. Mais tu quasiment plus la main sur le média. Le paramètre central sur lequel tu as la main, c'est ta créa et tes messages. Donc, tu dois être une petite usine à créer un message. À nouveau, je t'ai donné plein d'exemples, c'est pas compliqué. Hein. Faut pas se dire, je dois ouais. faire un taf d'agence ou je dois faire des campagnes de fou, hyper travaillées, etc. C'est un petit travail que tu dois faire. Mais c'est vraiment là-dessus qu'est la value. Et c'est ça que tu dois changer et que tu dois observer toutes ces 2 semaines, toutes ces quinzaines, et au début un peu plus longuement pour voir si ça fonctionne ou pas. OK. Ouais, c'est vrai que tu dis bon, c'est sûr qu'on tout de suite, quand on dit qu'il faut tester les créas toutes les 2 semaines et tout, on va se dire: «Oh mais ça fait du boulot». Mais en même temps, si c'est, faire un screen de son écran pendant que l'appel tourne, un face cam où tu vas énoncer ton message, le screenshot des notes dans ton téléphone comme tu dis, au final, c'est plus une question d'imagination et c'est peut-être un benchmark de ce que font les autres, de ce que va marcher, que d'investir dans bah, des gros motion qui sont ou des films qui sont très léchés, qui vont coûter en plus des gros budgets et tout. Donc on peut tester aussi ces petites choses-là un peu plus crades, on va dire, mais qui sont au final les plus naturelles et qui fonctionnent quoi. Mais tu vois, nous, on est une boîte maintenant qui a eu beaucoup de croissance, qui fait des chiffres intéressants, qui a levé beaucoup d'argent. On continue de faire ça. Hein. Ouais, ouais. On sait pas bien investir sur un setup de fou furieux. Parfois, on fait un truc plus poussé quand on fait une annonce produit, plus travaillé et tout. Mais sinon, c'est que ça qu'on fait. Et on a quelqu'un dans l'équipe dont c'est le job de faire ça toute la semaine, de changer, de tester, etc. Un outil, alors, j'imagine qu'il y a toute une partie de nos auditeurs qui le connaissent, mais quand même un outil qui est assez efficace pour aller se trouver des idées, c'est l'Ads Library de Ouais. Facebook, évidemment. Donc là, tu vas sur l'Ads Library, tu vas chercher tes concurrents et tu regardes les concepts qu'ils font. Et tu vas voir, c'est exactement ce que je te dis. Il y en a très peu où tu verras qu'ils ont fait des trucs hyper léchés, hyper poussés. Mais ça, c'est vraiment une bibliothèque d'images où tu peux aller cibler un concurrent pour regarder les formats créa qu'il a utilisé. Un concurrent ou pas d'ailleurs, hein. Mhm. Quelqu'un de ton secteur ou qui parle à la même cible. Donc ça, super outil. Et après, je vous conseille quand même une petite suite d'outils euh, hyper efficaces pour après faire du montage rapide quand vous avez besoin. C'est Mojo App.
Mojo App, c'est 49 euros par an. Donc, c'est pas un sujet budgétaire. Et ça vous permet de créer des motions, des animations, des choses, du montage automatique, même si c'est très brutal, sans que vous ayez à y passer trop de temps vous-même sur un autre logiciel, un autre software sur un laptop, par exemple. Donc voilà. Ads Library pour s'inspirer, les petits tips que je t'ai donnés, Mojo pour finaliser, wrapper ton contenu, et tu as le dispositif de base pour aller faire de l'acquise. Très cool. Bah écoute, merci pour toutes ces bonnes pratiques et ces conseils sur ton retour d'expérience. Là, du coup, bah forcément, on parlait de bonnes pratiques et de choses qui marchent, mais le marketing, c'est pas que ça non plus. Et puis, j'aime bien terminer aussi sur des choses qui sont un petit peu challengeantes des fois. J'allais dire, la vie de marketeur, c'est jamais tout rose. À fortiori encore quand on est cofondateur et puis que du coup, j'allais dire, le niveau de responsabilité encore du dessus. Rapidement, c'est quoi du coup tes challenges du moment? Mes challenges du moment, alors sur la partie acquise, c'est diversifié maintenant. Ouais. Parce qu'on a fait que du Facebook, que du Meta, comme je te le disais, et maintenant il faut qu'on diversifie. Euh, alors il y a mille autres canaux, hein, donc on est vraiment en train d'explorer. Nous, on faisait que de l'inbound, on commence à faire de l'outbound, les events, on commence à faire du referral, du partnership, etc. Donc là, on est vraiment en train de tester demi-choses différentes. C'est un challenge parce que enfin, c'est une opportunité, mais c'est challengeant de passer tout ton dispositif qui a bien fonctionné, justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans un autre mode, tu vois, complet. Ouais, c'est Donc clair. ça, c'est un challenge purement opérationnel. Après, les challenges qu'on a dans la boîte, bah, c'est de maintenir notre croissance qui est hyper forte. Donc, on veut refaire la même croissance l'année prochaine. Donc ça c'est chaud parce qu'on est déjà monté très haut, très, très fort, très vite. Il faut qu'on le refasse. C'est possible, mais ça va demander beaucoup de boulot. Et puis, on est passé de 5 à 48 précisément, donc quasiment 50 en 18 mois. Donc, évidemment, Ouais. c'est plus la même boîte. Donc, ça veut dire il faut refaire les process. Ça a un impact sur ta culture, évidemment, d'entreprise. Donc, tu dois t'assurer que la culture dans l'équipe est toujours à la fois la bonne, qu'elle correspond à cette nouvelle taille et que tu n'as pas dilué ce qui était important pour l'équipe initiale et les premiers qu'on rejoint avec le nouveau volume d'arrivants. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment ces sujets-là. Diversifier nos canaux pour maintenir la grosse et puis s'assurer qu'on a bien onboardé toute notre équipe, que tout le monde est bien sur ses positions et que tout le monde est bien aligné avec le même mindset et la volonté d'aller au même endroit. Trop cool. Écoute, c'est super intéressant. On pourrait en parler encore plus longuement de ça, mais on se dirige doucement vers la fin quand même. S'il y avait une chose, un conseil du coup à retenir de tout ce qu'on s'est dit, un truc que tu voudrais mettre en avant pour une boîte B2B qui veut avancer sur Meta, ce serait quoi? Bah, deux trucs, je vais le redire, mais les acheteurs B2B sont des gens normaux qui utilisent Meta et Instagram. Donc, il peut pas y avoir cette excuse de dire ça marche pas pour le B2B, c'est faux. C'est juste que Ouais. le cycle de vente, il est un peu plus long, il faut les toucher un peu plus de fois. C'est pas, j'ai vu un sac magnifique que je m'achète en 2 secondes parce qu'il m'a plu, c'est sûr. En revanche, booker une démo, booker un trial via une ad Facebook, c'est zéro effort. Si tu as parlé avec la bonne créa au bon moment à la bonne personne, tu auras ton lead. Nous, on a une très bonne preuve, je pense, de ça sur notre acquisition de ces dernières années. Et puis après, c'est valable dans tout. J'apprends strictement rien à tes auditeurs, je pense, mais tester, tester, tester. Et pas que au début, parce qu'en fait, tout le monde dit tester, tester, tester. Et après, tu réalises qu'en fait, les gens testent beaucoup dans les phases initiales pour trouver la martingale et après ne bougent plus. Parce qu'une fois que tu as trouvé un truc qui fonctionne, tu n'oses plus prendre le risque de le recasser et de repartir en arrière ou de retester autre chose. Ouais. Nous, on teste tout. On teste le pricing, on teste l'acquisition, on teste les fonctionnalités, on teste les cibles, on teste les candidats qui rentrent chez nous. On a une culture du test qui est un peu extrême. Donc c'est pareil, à 50, tu peux plus tester autant. Hein. C'est un des impacts que ça a, tu peux plus faire la même chose. Euh, mais voilà, gardez cette agilité-là et ne testez pas qu'au début. Testez toute votre vie de marketeur, surtout sur le B2B où ça change tout le temps les méthodes d'acquisition. Si on écoute ton podcast, les invités que je sais pas quel âge a le podcast, mais que tu avais au début, sur la première saison, tout ce qu'ils ont dit, ça a changé. Tout ce que je suis en train de dire là, si tu me réinterroges dans un an, je te dirai autre chose parce que ça change tout le temps. Si tu testes pas, bah, tu deviens vite irrelevant. C'est clair. Ok, très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Hugo. Si jamais il y a des petites questions pour toi, t'es du côté de LinkedIn, on peut te trouver sur ce côté-là. LinkedIn, ouais, vous m'écrivez par email ou par LinkedIn, vous avez mon contact sur l'app. Super, bah écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis bah du coup, maintenant, il me reste à te souhaiter, j'allais dire non seulement une bonne journée, mais de belles fêtes de fin d'année, parce qu'on y est presque au moment où on enregistre. Merci Axel et bonne fête à tous. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité.
Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.